salutations à vous, auditeurs, auditrices, vous qui nous suivez en ce moment. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre émission traitant sur la démocratie locale et le dialogue social. Alors nous avons l'opportunité d'avoir un invité spécial, un expert à plusieurs casquettes, à qui nous demandons de se présenter. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Merci beaucoup madame. Moi c'est Jeff Mbia, je suis membre de la société civile, team leader thématique médias, nouvelle technologie de l'information, membre du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de la justice et de la cellule de la décentralisation composante société civile. On est dans la gouvernance locale, sécuritaire, administrative, et nous accompagnons le gouvernement congolais à améliorer des pratiques. Voilà. Comme je vous le disais au début, nous avons cet invité spécial, un expert à plusieurs casquettes. Vous l'avez entendu, il s'est présenté. Alors je m'en vais poser la première question, puisque nous sommes en train de parler du dialogue social et de la démocratie locale. Alors nous voulons savoir, Monsieur Jeff Mbia, c'est quoi la démocratie? Mis à part la définition des livres, alors dans le Haut-Katanga, comment on définit la démocratie dans sa réalité ou dans son instrumentalisation? Oui, dans sa réalité, on peut dire la démocratie, c'est cette participation de la population et toutes les parties prenantes dans la gestion de la chose publique, la prise en compte de leurs préoccupations, la prise en compte de leurs droits, notamment les droits civils politiques, les droits économiques, socio-culturels, et les droits de solidarité. Mais également, on tient aussi compte aussi de ce que la contribution des institutions pour l'amélioration de la vie. Ce qui fait qu'il y a la participation de la population, il y a la coélaboration des projets de société de développement, mais également aussi la prise en compte de leurs préoccupations quotidiennes sur tous les plans. Moi, là, je qualifie ça de la démocratie en dehors de tout ce que nous connaissons, c'est le pouvoir au peuple par les peuples, pour les peuples. Et ce pouvoir-là se manifeste par le fait que les peuples décident de qui peut être qui, de quel rôle on peut jouer. Et c'est là que moi je parle en termes de la désignation de ces animateurs, quand la population décide de qui peut diriger. Et la personne qui doit diriger doit le faire conformément à la loi et procédures y afférentes. Mais également que si ces animateurs viennent du choix judiciaire responsable de la population, tout ça sont des notions qui se rapportent à la démocratie. Mais aussi, la démocratie, c'est la voix de la majorité, pas écraser les minorités ou des gens qui n'ont pas adhéré à la même vision, mais il faudra que quand la majorité l'emporte, ils tiennent compte qu'il y a les minorités, qu'il faut aussi tenir compte de leur opinion, de leur choix, et qu'il faut carrément adapter. Voilà, dans le sens que je peux parler de la démocratie pour quitter de ce qui est comme des concepts livresques, mais là nous sommes dans ce que nous vivons. Pour le cas du Haut-Katanga, on ne peut pas donner une particularité, mais il faut seulement retenir qu'en 2005, la population congolaise dans sa majorité avait choisi d'un régime semi-présidentiel, où le président règne et le premier ministre gouverne, mais à forte décentralisation administrative et fiscale. Ça a été le choix. Et le choix là, ça a été matérialisé par le fait qu'aujourd'hui, nous avons cette forme d'État, cette forme de la pluralité sur des syndicats, des organisations de la société civile et autres. Et le fait qu'il y a la matérialisation de ce choix, c'est ça même la démocratie. Et c'est manifesté au niveau de la province du Haut-Katanga, où vous avez un gouvernement provincial, vous avez l'assemblée provinciale, vous avez les communes et mairies, et chaque entité a sa personnalité juridique assortie de ce qu'on appelle l'autonomie administrative et fiscale sur ses ressources. Et que le fait que la population est intégrée dans la mise en œuvre de toutes ces politiques, dans l'élaboration des plans de développement local, dans l'élaboration des budgets participatifs, et leurs préoccupations sont intégrées dans la planification générale au niveau de la province, au niveau national. Moi, le fait que la population participe indirectement ou directement à travers ses représentants, tout ça, ça constitue réellement la démocratie. Et surtout, quand on parle de la démocratie locale, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un processus de la décentralisation administrative et fiscale à chaque niveau de responsabilité.
c'est cette manière de faire permettre à la population d'y participer dans l'élaboration, d'être consultée, d'être concertée dans certaines décisions qui touchent à la vie nationale. Tout ça, c'est la démocratie dont nous voulons, mais dont la mise en application ou l'effectivité ou la jouissance pose problème. Là, maintenant, c'est un problème des acteurs, c'est un problème des choix judiciaires que nous devons porter à ceux qui sont comme animateurs. Et c'est ça aussi les rôles toujours de la population, parce que si vous avez voté très mal, ça retourne contre vous. Si vous avez voté pour des gens qui travaillent pour l'avenir des pays, oui, vous allez voir les développements. Mais si vous avez choisi pour des gens qui ne voient qu'au bout de leur nez, on se limite à leur perception de la vie. Voilà, madame. Merci beaucoup, monsieur Jeff Biya. Alors, je m'en vais passer à la deuxième question. C'est celle de savoir, puisque nous sommes en train de parler du Haut-Katanga, nous sommes dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga, quelles sont les exigences pour vivre une démocratie locale? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on impose, ou il y a une façon de faire, une manière de procéder dans le Haut-Katanga pour vivre une démocratie locale là? Oui, bon, c'est comme je l'ai dit, nous sommes dans la décentralisation qui est les régimes que nous avons choisis, où on est dans le cadre des transferts des compétences du pouvoir central vers la province, de la province vers les ETD. La seule difficulté, c'est la politisation de l'administration publique au niveau local, mais également aussi la politisation des animateurs. Dans une décentralisation, on sait que les animateurs sont soit élus. Je donne en général pour les cas de la RDC. C'est qu'avec la décentralisation et des élections en général, vous avez 18 200 postes à pourvoir par voie démocratique et électorale. C'est pour dire que les animateurs au niveau des mairies, au niveau des communes, au niveau des secteurs, au niveau des chefferies, au niveau de la province et au niveau national sont élus ou sont votés par des voies démocratiques électorales. Mais la seule difficulté au niveau local, on n'a jamais organisé les élections locales. Ce qui fait que des animateurs sont nommés. Et quand ils sont nommés selon les tendances politiques, selon la dynamique locale liée au rapport de force au sein des partis, au sein des associations socio-culturelles, en termes de la représentativité au niveau territorial, au niveau tribal. Alors, ce qui fait que la volonté de la population, c'était que nous passons par des élections et que l'animateur soit l'émanation directe de la population. Mais aussi, ici, nous avons des gens qui sont l'émanation de leur parti politique. Déjà que ça pose un problème au niveau local, ce n'est pas toujours au niveau du Haut-Katanga, mais dans toutes les 26 provinces de la RDC, il se pose un sérieux problème au niveau local. Et ce qui fait que soit ce travail, parce qu'à quelqu'un qui a été élu par la population, toutes les planifications étape par étape, de la planification, de l'élaboration, de l'exécution et de la mise en œuvre, et même de la redevabilité, on le fait auprès de la population, on associe à la population. Mais ici, ça pose un problème parce qu'on n'a pas de comptes à rendre. Et quand on les présente, quoi qu'ils ont le budget participatif et que quelques délégués sont passés, mais ces budgets-là, il n'y a pas de conférence budgétaire où les bourgmestres et les maires de ville rendent compte auprès de la population. Voilà un peu les défis que nous avons. Et en même temps aussi, du fait que nous avons un défi entre les transferts de compétences, entre les pouvoirs centraux et les pouvoirs en province, et aussi les provinces aussi n'acceptent pas de transférer un certain nombre de compétences au niveau des ETD. Alors, c'est que nous sommes dans un conflit lié plus à l'application de la loi et à la normalisation des pratiques. Voilà un peu les réalités au niveau du Haut-Katanga, où c'est plus la volonté des animateurs compte tenu de leurs relations politiques au lieu d'intégrer la volonté de la population comme on veut réellement la démocratie et la gouvernance locale. C'est un défi, peut-être aussi lié à l'ignorance de ceux qui sont les animateurs aujourd'hui, parce que nous ne savons pas comment ils sont arrivés là. Certains ont été élus comme au niveau du gouvernement provincial. Le gouverneur a été élu, mais les membres de son cabinet ou les membres du gouvernement ne sont pas élus. Vous avez, les députés ont été élus, mais est-ce qu'ils intègrent la priorité de la communauté dans leur vision? C'est entre parenthèses, parce que là, il faut maintenant analyser dans les pratiques. Mais quand vous arrivez au niveau des municipalités, au niveau urbain,
la plupart des animateurs ne sont pas élus depuis 2006. Alors, du fait qu'on n'a pas organisé les élections locales, cette dynamique liée à la vision de la population, liée à la démocratie en tant que principe, en tant que participation, en tant que choix, en tant que coélaboration, en tant que concertation, ça ne marche pas. Okay. Et aussi, n'oubliez pas, dans la démocratie, c'est aussi le respect de la loi. Les lois n'est pas respectées à chaque niveau de responsabilité. Mais c'est aussi un problème aussi d'égalité d'opportunité qui ne se font pas au niveau local, mais au niveau aussi national. Et c'est qu'il faut beaucoup travailler, et travailler pour que le choix de la population qui s'est exprimé à travers les référendums et qui s'est exprimé à travers ses représentants au niveau de l'Assemblée provinciale et nationale, parce que n'oubliez pas que l'article 3 de la Constitution parle que le pouvoir, la souveraineté appartient au peuple oui. Qui l'exerce à travers ses représentants. Alors, aussi longtemps que nous faisons un mauvais choix, nous aurons de mauvais représentants, des gens qui ne vont pas demander au gouvernement de jouer leur partition. Voilà un peu, madame, ce que je peux dire du défi que nous avons au niveau de la province du Haut-Katanga et dans toutes les 25 provinces, plus la ville-province de Kinshasa qui est comme la 26e province. C'est un défi qu'il faut, mais il faut cette fois-là y travailler pour normaliser les pratiques, rappeler les gouvernements leur rôle, rappeler toutes les parties prenantes leur rôle, afin que nous puissions réellement vivre cette démocratie en général et pourquoi pas aussi une démocratie locale à travers les dialogues, parce que n'oubliez pas que aussi dans la démocratie, on vous pousse à développer certaines pratiques. Parce que pour accéder au pouvoir, il faut utiliser les moyens purement démocratiques et électoraux. Okay. Et pour y arriver, ce sont des pratiques qu'il faut utiliser. Et pour y arriver, il faut des dialogues, il faut des discussions, il faut l'appropriation. Et à travers des dialogues, chacun, parce que les dialogues amènent à la concertation, comme je l'ai dit, les dialogues amènent vers la participation des citoyens et toutes les parties prenantes. Et quand vous avez ces concessions arrivent, on peut carrément dire quelle approche on peut utiliser face à nos problèmes, quelle réponse ou solution appropriée nous pouvons utiliser. Et cette fois-là, cette réponse, il y a appropriation par toutes les parties prenantes. Voilà d'une manière ramassée comment je vais répondre. J'ai voulu vraiment apporter ma contribution à ce débat citoyen constructif. Merci M. Jeff pour ces éclaircissements qui nous permettent de comprendre les exigences. Quelles sont les exigences pour vivre une démocratie locale dans le Haut-Katanga? Alors tout à l'heure, vous allez parler du dialogue, et un dialogue, il est social. Alors ma troisième question, il y a deux volets. La première, c'est que, en général, quels sont les piliers du dialogue social? Dites-nous un peu quels sont en général les piliers du dialogue social et comment les mettre en place dans le Haut-Katanga. Bon, les piliers du dialogue social, d'abord, parmi les piliers, vous avez, c'est l'acceptation mutuelle. Okay. Et puis la tolérance entre les parties prenantes et l'amélioration de la communication. Okay. Parce que n'oubliez pas que la plupart des problèmes que nous avons, c'est un problème de communication personnelle, interpersonnelle, institutionnelle. L'acceptation, parce que nous vivons aujourd'hui l'intolérance qui est plus accentuée par des pressions politiques et des positionnements, mais également aussi lié aussi à des rapports de force au sein des communautés socio-culturelles qui chacun travaille pour les intérêts de sa communauté, les membres de sa communauté. Là, ça fait partie des piliers, c'est-à-dire l'acceptation, parce que n'oubliez pas que pour qu'il y ait un dialogue, il ne faudra pas que nous puissions aussi mal définir les conflits. Oui. Parce que le conflit n'est pas toujours mauvais dans la vie, parce que les conflits permettent aussi à redéfinir vos rapports de force, mais aussi à rappeler l'existence de la loi. Et aussi rappeler à celui qui se croyait très fort, qui n'était pas fort qu'il était, parce que si les autres se coalisaient contre lui, il sera fragile. Et que le dialogue nous permet cette fois-là, soit ce sont des mécanismes proactifs, dans le sens de concilier, de trouver rapidement des solutions. Je l'ai dit, l'acceptation de l'autre, la tolérance, et aussi, pour passer à travers l'acceptation de l'autre, il y a aussi la confiance qu'on doit se faire, mais aussi la communication. La communication.
En dehors de la communication, c'est aussi l'amour. Parce qu'il faut aimer l'autre et l'amour entre prochains qui nous pousse à intégrer tous nos différends et à capitaliser ce qui est la paix autre et ce que nous avons comme objectif à atteindre. Et c'est là que la plupart aujourd'hui, on doit former les gens sur les notions de leadership. Parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent avoir la même vision à ce qu'ils veulent. Mais aussi dans les dialogues, n'oubliez pas que aussi longtemps que les gens ne sont pas aussi formés à comprendre les enjeux, comprendre les contextes de leur travail, comprendre les contextes du pays et aussi comprendre pourquoi on s'engage réellement à dialoguer. Ça sera difficile. Ce sera difficile qu'il faut que les gens qui s'engagent à dialoguer doivent savoir pourquoi on doit dialoguer, qu'est-ce qui nous a été à la base de nos différends, pourquoi nous devons discuter. Et quand on comprend tous ces contextes, on peut carrément arriver à trouver des dialogues avec des mécanismes de suivi, évaluation des recommandations, arriver aussi à des résolutions pacifiques, parce qu'on organise aussi les dialogues, c'est pour atteindre comme objectif des résolutions pacifiques des conflits, à trouver des compromis et des voies de sortie pour développer les pays. Et pourquoi pas, s'il y avait un problème, comment apporter des solutions durables. Merci beaucoup, M. Jeff, d'avoir répondu à mes 2 questions qui avaient 2 volets. Alors, je m'en vais vous poser la 4e et puis après quoi nous allons terminer. À ce jour, y a-t-il des avancées pour la légalité des genres, c'est-à-dire dans la gestion de la chose publique? Je m'explique, c'est la légalité de genre hommes et femmes. Est-ce que de nos jours, les avancées pour ça sont mises en place et est-ce qu'il y a une gestion pour la chose publique? Bon, la légalité du genre, dans la pratique institutionnelle, il se pose un sérieux problème. Au niveau de la province du Haut-Katanga, il faut voir d'abord l'essai de la participation de la femme et des jeunes en politique. Quand je prends l'institution comme assemblée provinciale, avec 48 députés, nous n'avons que 12 femmes. C'est qu'à peu près 27-28%. C'est déjà une voie minoritaire d'intégrer les préoccupations des questions spécifiques de la femme. Quand vous arrivez au niveau du gouvernement, nous n'avons que 30%, c'est que sur 10 ministres, nous n'avons que 3 ministres femmes. Et qui occupent des postes sur l'économie, il y a les ministres de l'éducation et jeunesse, et puis aussi il y a les ministres du genre, famille, enfants. C'est que si vous regardez, ce sont plus des ministères où on estime laissons seulement aux femmes. C'est vrai que sur le ministère économique, c'est aussi stratégique, mais les 2 autres ne sont pas... Ça ne pèse pas. Ce sont des ministères qu'on peut dire habituellement, ordinairement, qu'on accorde aux femmes. Pour dire, bon, on les recède, les genres, famille, enfants, jeunesse, ils vont s'en occuper, alors qu'il fallait permettre aux femmes de s'exprimer à travers des postes stratégiques. Là, c'est au niveau du gouvernement. Sur 52 chefs de division au niveau de la province, nous n'avons que 4 femmes chefs de division. Et quand vous arrivez aussi sur 11 entités comme communes et mairies, nous n'avons que 3 femmes bourgmestres et 2 maires adjointes. Déjà, il y a un sérieux problème. Et au niveau de l'administration locale, la toute dernière prévision ou statistique menée, c'était nous étions à 70 000 agents, dont 14 000 sont des femmes. Mais en termes de responsabilité, ils ne sont pas nombreuses. C'est pour dire que le défi, c'est arriver à cette participation effective, mais également dans les sphères de prise de décision. Mais il faut aussi signaler que la femme est dans le Katanga est qualitativement représentée, mais une faible en termes de quantité. Ce qui fait que quantitativement, elle est faible, mais qualitativement, elle est quand même représentée sur les institutions. Il faut beaucoup travailler pour améliorer sa participation. C'est vrai qu'il faut revoir aussi sur côté éducation au niveau de l'université. Il faut voir, il y a cela 3 ans, combien de filles ont terminé et quelles filières elles ont suivi, décidé de suivre, parce que la plupart des filières, vous allez voir, c'est plus SIC
Parfois, c'est lettres, économie, médecine, mais ne s'engagent pas souvent dans des filières qui... À caractère politique. À caractère politique et aussi à des caractères aussi stratégiques ou techniques. Et c'est là peut-être c'est au niveau des familles, il faut beaucoup travailler. Au niveau aussi de l'enseignement. C'est ainsi qu'il y a des approches aujourd'hui que nous dirons comme l'approche masculinité positive, où on forme les enseignants à permettre d'avoir des attitudes positives aux enseignants, aux hommes, aux parents hommes, de développer des attitudes positives pour permettre aux femmes, aux jeunes filles de développer leurs rêves, mais pourquoi pas aussi de les pousser réellement à matérialiser certaines ambitions pour permettre leur épanouissement économique et politique. Et je crois que la réforme continue au niveau de l'éducation. Il faut former des enseignants sur les notions du genre, sur les mentorats, sur le coaching, sur l'égalité des chances, l'égalité du genre, des notions de parité autres. Ça pourra cette fois-là, dans les traitements, il y a les traitements égaux en termes de chances, d'opportunités et faire stimuler aux femmes aussi de s'engager à des filières purement techniques et politiques avec comme conséquence positive leur contribution à l'amélioration de la participation politique de la femme et dans les sphères de prise de décision. De toute façon, c'est un processus, mais n'oubliez pas que cette participation, c'est aussi légal. À travers la Constitution, l'article 14, qui oblige au gouvernement de mettre tous les mécanismes qu'il faut pour assurer la représentativité de la femme dans tous les domaines économiques, politiques, culturels et sociaux, et de veiller à sa participation effective. C'est tout un processus parce que la loi relative portant modalité d'application de la parité et du droit de la femme existe. Les mécanismes existent, mais il faut beaucoup y travailler pour arriver à l'effectivité. C'est tout un processus qui nécessite aussi les efforts conjugués entre les femmes, les jeunes filles, mais aussi entre les hommes et les garçons, et pourquoi pas aussi de la société tout entière, parce qu'un engagement doit être respecté. La loi doit être mise en application. Les engagements au niveau international et régional à cette matière devaient être respectés. Et le gouvernement, en tant que garant, en tant qu'organe habilité à faire appliquer la loi, doit mettre des moyens. Les mécanismes existent, mais les mécanismes manquent de financement. Des structures existent, mais parfois, on impose, comme on regarde aujourd'hui la loi. Heureusement que la loi électorale venait d'intégrer un peu certaines exigences contraignantes, dans le sens si la liste n'est pas zébrée, dans le sens si vous avez 10 candidats, d'office vous devez avoir 5 candidates femmes et 5 candidats hommes. Je pense que ça peut quand même essayer d'améliorer, mais il faudrait que ça puisse se passer dans toutes les dispositions légales, quoique le code de la famille a été révisité pour ça. Le code du travail a été révisité pour améliorer cette participation, où la femme n'est plus soumise à l'autorisation maritale, mais la femme et l'homme doivent dialoguer pour l'épanouissement de chaque membre de leur communauté. Ce sont des avancées significatives, mais il faut arriver à la matérialisation. Et pour y arriver, il s'agit aussi de la sensibilité politique. C'est ainsi que pour nous, nous conseillons souvent les femmes de ne plus continuer à rester comme les présidentes des ligues des mamans au sein de leur parti politique. Pourquoi pas aussi ne pas créer leur propre parti politique, même s'ils sont membres au sein des ligues des femmes, mais qui puissent construire des lobbying qui pourront imposer une certaine pratique portant désignation, surtout dans des postes de nomination. Surtout dans les postes de nomination où les mamans sont victimes des dictats au sein de leur parti politique et regroupement politique. Merci beaucoup, M. Dief, pour cette sensibilisation. À la fois, vous avez sensibilisé les femmes à ne pas rester seulement dans les rêves, à ne pas être seulement des présidentes, mais à être ces femmes entreprenantes, ces femmes qui vont au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer qu'une femme peut faire. Hein. Oui. C'est important toujours, et pour permettre aussi que la gestion des biens, de la chose publique... Oui, parce que les femmes doivent savoir, ce sont des droits. Oui. Quand il s'agit d'un droit, c'est qu'il y a quelqu'un obligé de le faire. Oui, il faut que quelqu'un le fasse. C'est d'abord le gouvernement congolais, parce que c'est un engagement. Oui. Mais aussi, la bénéficiaire doit fournir beaucoup d'efforts pour permettre à celui qui est obligé de ne pas oublier ça. C'est ça le sens de lobbying et toutes les plateformes qui existent aujourd'hui pour assurer cette
jouissance et cette participation effective. Merci beaucoup, Monsieur Jeff, pour votre temps et pour cet éclaircissement. Lentement et sûrement, nous sommes en train de terminer notre émission, mais je m'en vais vous poser cette dernière question. En ce qui concerne les élections municipales, on peut en parler ou pas? Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce qu'il y a une mobilisation? Est-ce qu'il y a une date arrêtée? Parce que bientôt, 2023, c'est l'année où les élections ont été prévues. Alors, est-ce que vous pensez qu'on en parle ou on n'en parle pas assez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Il y a une mobilisation par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce que les gens se sont dit, bon, on va arrêter telle date et on va faire telle chose? Bon, vous savez, on attendait tous parce que la loi électorale a été votée, amendée, mais cette loi doit passer au niveau de la Cour constitutionnelle pour conformité. Okay. Après sa conformité, ou qu'elle sera jugée conforme à la loi et la Constitution, sera cette fois-là renvoyée au cabinet du chef d'État pour promulgation. Mais ce qui est vrai, aussi longtemps le calendrier n'est pas sorti, il est difficile que nous puissions beaucoup plus parler des élections locales. Et pourtant, les élections locales constituent aussi le cycle de 5 ans. Mais parce que depuis 2006 que les gens n'ont pas voté au niveau local. Ils demeurent au moins attentifs, voir la volonté politique. Mais avoir aujourd'hui l'alignement des partenaires techniques et financiers qui aujourd'hui travaillent sur la viabilisation des ETD, des entités territoriales décentralisées, notamment dans l'organisation fonctionnelle, dans la dotation des outils de travail, des outils de gestion administrative et fiscale, mais aussi dans l'accompagnement. Pour nous, ce sont des éléments, des indicateurs qu'aujourd'hui, nous pouvons arriver à des élections locales. Mais au niveau communautaire, il faudra des sensibilisations à la mobilisation. C'est ce qui manque. C'est vrai que les projets comme GIZ est arrivé avec la démocratie locale et dialogue social, c'est très important parce que ça manque souvent. Pour les Congolais, les élections, c'est au niveau présidentiel, au niveau aussi législatif. Ils oublient qu'au niveau local, il faut avoir des conseillers municipaux, les conseillers urbains, qui vont commencer à contrôler les organes des animateurs au niveau local. La population, malheureusement, n'est pas encore préparée parce que les rendez-vous manquent depuis 2006. Et ce qui fait qu'il faut aujourd'hui beaucoup travailler. Les médias, les membres de la société civile, les autorités locales doivent beaucoup travailler dans le cadre de l'appropriation d'abord de la loi électorale, des enjeux locaux, la gouvernance locale avec ses exigences, améliorer la participation de la communauté à la chose publique au niveau local pour que quand on voit réellement le calendrier sort, ça pourra déterminer la volonté de la population de se désigner des animateurs au niveau local conformément à leur engagement à voter par les référendums constitutionnels qui voulaient avoir un régime semi-présidentiel à forte décentralisation administrative et politique où à chaque niveau vous avez responsabilisé les animateurs qui rendent compte à la population. Et le développement passe par là. Aussi longtemps qu'on n'a pas organisé les élections locales. Aujourd'hui, nous vivons la dynamique redevance minière où les communes, les mairies perçoivent l'argent, mais nous n'avons pas un organe politique de contrôle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas organisé les élections locales. Ces animateurs n'ont pas des organes pour les contrôler, les organes politiques qui peuvent décider de leur déchéance quand il y a des tournements et exiger des élections des autres bourgmestres ou maires. À cause de ça, ce qui fait que même si vous avez l'IGF aujourd'hui, vous avez la Cour des comptes, ils seront toujours en difficulté. Mais quand vous avez des organes politiques de contrôle, comme nous avons l'Assemblée pour les gouvernements provinciaux, ça peut améliorer les pratiques parce que les échevins et plutôt les conseillers municipaux et urbains viennent de l'émanation de la population, pourront quand même travailler. Quand il y a la clameur publique, facilement on peut contrôler. Mais aujourd'hui, on ne sait pas avec tout ce qu'il y a comme toutes ces sommes que nous avons, tous ces flux que nous avons, qui va les contrôler objectivement ou d'une manière politique ou de contrôle politique, ça pose un problème. Nous espérons bien que les élections locales sont la bienvenue parce que ça va aussi vers la légitimisation des animateurs locaux et la légalisation de leurs pratiques. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, depuis 2015, ceux qui sont comme maires, ceux qui sont comme bourgmestres, n'ont pas ni la légitimité ni la légalité. Pourquoi? Parce que depuis 2015, le chef de l'État n'a pas nommé sur base de l'ordonnance
La plupart ont été désignés, nommés par le ministre de l'Intérieur comme mesure transitoire en attendant l'organisation des élections de 2006 qui a été reportée en 2018. Ce qui fait qu'il y a un défi aujourd'hui et qu'il est temps qu'en 2023, que nous puissions avoir des animateurs locaux légalement et légitimement élus par la population à leur accorder les pouvoirs qu'il faut. Alors, nous vous disons grand merci, Monsieur Jeff Mbiya. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, nous disons aussi un grand merci à tous les auditeurs et auditrices qui sont en train de nous suivre pour notre invité du jour. Et nous nous fixons rendez-vous la prochaine fois pour un autre débat autour des questions et entrée à la démocratie locale et au dialogue social ici au Haut-Katanga. Merci.